Oui, merci Elodie. Ben, je suis désolé, oui, d'interrompre votre discussion et cette discussion qui était très riche, qui était passionnante et qui aurait pu continuer, on aurait pu tous participer et qui montre bien, je crois, l'intérêt de cette conférence sur les fins de vie. Alors, je crois qu'on a une cinquantaine de participants aujourd'hui, mais on a eu jusqu'à plus de 100 participants et ce ne sont pas toujours les mêmes. Et comme nous avons eu 8 sessions, nous avons eu au total bien plus de participants que nous aurions pu en avoir si nous nous étions réunis comme initialement prévu le 16 et le 17 décembre dans un amphithéâtre à Paris qui faisait exactement 200 places. Et donc oui, effectivement, cette première conférence sur la fin de vie était prévue pour se tenir en présentiel, comme on dit aujourd'hui, à Paris le 16 et le 17 décembre. Et finalement, on a dû la rendre virtuelle sur 2 mois. Nous avons commencé par une session le 16 décembre et puis après, nous avons eu 7 autres sessions qui se sont succédées au cours du mois de janvier et de février, se tenant toutes de 12h30 à 14h, c'est-à-dire pour 1h30, 90 minutes exactement, ce qui fait que nous avons été capables en 8 sessions de 90 minutes de tenir exactement ces 2 jours de conférence qu'on avait prévus au mois de décembre. Alors, cette conférence sur les fins de vie ont été organisées conjointement par l'Institut de la longévité des vieillesses et du vieillissement que dirige Emmanuel Cambois et qui vise à regrouper les chercheurs en sciences humaines et sociales au sens très large dans le champ de la longévité et du vieillissement avec 4 missions qui est connaître, donc effectivement déjà recenser, parce qu'il y a finalement beaucoup de gens, beaucoup de sociologues, de psychologues, de démographes, d'économistes, d'architectes, enfin qui travaillent sur les questions du vieillissement et qui se connaissent pas. Et puis c'est aussi une des missions, c'est donc de connaître, de faire connaître. Donc il y a effectivement un portail qui est en voie de constitution pour qu'on puisse facilement accéder à cet univers des sciences humaines et sociales dans le champ du vieillissement. Animer, en particulier animer les plus jeunes, et une des activités les plus importantes de cet institut, c'est une école d'automne qui s'adresse aux doctorants et aux post-docs et qui est en train de, je crois, de constituer un réseau de jeunes qui se connaissent vraiment, qui appartiennent à toutes les disciplines, qui se sont déjà réunis 2 fois et qui sont sûrement le futur, non pas de notre discipline, mais de notre champ de recherche. Et puis enfin, et ça c'est quelque chose qui va enfin se mettre en place cette année, de dialoguer avec, j'allais dire, le reste de la société et que les chercheurs puissent dialoguer avec ceux qui, tout en s'intéressant énormément à la recherche, ne sont pas des chercheurs au sens strict, ne sont pas des universitaires ou ne sont pas des chercheurs des instituts de recherche. Donc ça, c'est pour les LVV et donc effectivement, c'est un institut, un groupement d'intérêt scientifique qui regroupe essentiellement les sciences humaines et sociales. Et puis de l'autre côté, le deuxième pilier de cette organisation, c'est la plateforme Fin de vie. Alors je n'en parlerai pas aussi bien évidemment qu'Elodie, mais là pour le coup, c'est plutôt un regroupement qui a comme origine des médecins. Ce ne sont pas que des médecins, évidemment, mais il y a aussi beaucoup de sociologues et de psychologues qui sont attachés à cette plateforme Fin de vie. Mais on voit bien que le moteur de cette plateforme, qui tourne autour des soins palliatifs et de la fin de vie, est essentiellement animé par des médecins. Et donc, en fait, l'association de ces deux, de l'ILVV et de la plateforme Fin de vie, vous avez pu le voir, a permis de rassembler, alors je vais vous le dire parce que c'est quand même assez spectaculaire, en session par session, de rassembler démographes, médecins et psychologues pour la session inaugurale, médecins et économistes pour la deuxième session, anthropologues, médecins et démographes pour la troisième session, médecins et philosophes pour la quatrième session, philosophes et démographes pour la cinquième session, médecins, sociologues et juristes pour la sixième session, sociologues, médecins, juristes et démographes pour la septième session, et sociologues et médecins enfin pour cette session finale. Donc vous voyez à la fois la richesse des disciplines et comment, à l'occasion de chacune des sessions, effectivement, il y a eu interaction, il y a eu échange
entre toutes ces disciplines. Je crois que c'est très important parce que moi, alors je ne sais pas, parce que je suis à la fois démographe et épidémiologiste, je ne sais pas dans quel camp je me situe, mais je sais que c'est quelque chose qu'on souhaite faire depuis très longtemps, de rapprocher à la fois les sciences médicales ou paramédicales avec les sciences humaines et sociales, mais que c'est quelque chose qui ne marche pas bien et que même si souvent dans des grands programmes de recherche médicaux, comme dans les programmes de la Fondation Alzheimer, par exemple dans le plan Alzheimer, il y avait chaque fois un volet SHS, en fait, ça apparaissait toujours comme la cinquième roue du carrosse, comme étant finalement un volet sur le coût économique d'intervention médicale et que ce n'était pas vraiment un échange d'égalité, sur un pied d'égalité. Et là, je crois, c'était évident dans les discussions qu'on a eues aujourd'hui, comme les discussions qu'on a pu avoir d'autres fois, que voilà, les anthropologues, les sociologues, les économistes et les médecins se parlent d'un pied d'égalité. Je crois que là, en tout cas dans le cadre de ce regroupement entre l'ILVV et la plateforme fin de vie, on a dépassé une espèce de, je ne sais pas si c'est un plafond ou un mur de verre, et qu'on a commencé à travailler ensemble. C'est important, c'est vraiment un grand progrès. Moi, j'ai dirigé, avant le GIS, j'ai dirigé un GDR qui avait à peu près qui était une préfiguration en quelque sorte de ce GIS qui regroupait essentiellement des gens qui venaient des disciplines des sciences humaines et sociales, et j'ai pu mesurer combien effectivement sociologues, démographes, économistes étaient finalement, entre guillemets, effrayés à collaborer, à travailler avec des médecins. Je pense qu'on est en train d'avancer et d'avancer très très vite sur cette question. Alors, au-delà de cette première conférence, d'emblée, lorsque nous avons réfléchi à mettre en place cette conférence de 2 jours, nous l'avons conçue comme une série qui devait se répéter tous les 2 ans. Bon, on a pu se répéter tous les ans, tous les 3 ans, mais bon, on est parti très vite sur le modèle que cette série devait se répéter tous les 2 ans. Donc, je vous dis tout de suite, rendez-vous en 2022. Et j'espère que ce rendez-vous aura lieu à Paris et j'espère que ce rendez-vous sera en présentiel, même si d'ici là, le Covid-19 se chronicise. Alors, dans cette première série qui s'est étalée donc sur 2 mois, sur 2 mois, en fait, ce que nous voulions faire et ce que je pense nous avons fait, c'est un état des lieux des connaissances et des recherches sur les fins de vie en France et sur toute une série de questions, un état des lieux des questions sans réponse, et je dirais même d'un impensé, pour évoquer ici la personne qui avait amené ce mot dans nos réunions préparatoires, à savoir Marie-Joëlle, qui est décédée depuis et à qui un hommage tout à fait émouvant a été rendu à l'occasion, je crois, de la deuxième session. Mais dans cette idée de faire une série de conférences, l'idée, c'était pas de rassembler des seniors et de faire parler les seniors et faire parler les seniors sur ce qu'on sait, surtout sur ce qu'on ne sait pas sur les fins de vie, mais bien plutôt effectivement de faire une liste de questions sans réponse pour l'instant, mais surtout de pouvoir donner des perspectives, de donner des perspectives pour les jeunes, de fixer en quelque sorte un horizon pour les jeunes chercheurs du champ ou qui hésitent justement à choisir ce champ. Et c'est pour ça que je peux vous dire déjà maintenant que les séries suivantes, donc la prochaine en 2022, puis celle d'après 2024, 2026, donneront un large espace à ces jeunes et à leurs travaux. Donc on va complètement changer. Cette fois-ci, on a effectivement beaucoup, entre guillemets, philosophé, on a beaucoup échangé entre nous sur des hypothèses, sur des modèles, mais vraiment ce que nous espérons, c'est qu'en 2022, lors de la conférence, on aura une forte contribution de jeunes doctorants, de post-doc qui viendront avec des résultats de nouvelles études. Et ce que je voulais dire, c'est que si je me réfère à la publication récente d'un numéro qui a été dirigé par Frédéric Ballard, de gérontologie et société qui a été consacré à la fin de vie, qui s'appelle « Finir sa vie, hâter la mort au grand âge », quelque part, on a l'impression que c'est le moment. C'est le moment de passer effectivement sur une vitesse supérieure. La plateforme offre un outil assez extraordinaire
aux praticiens et aux chercheurs intéressés par la fin de vie. L'ILVV est en train de donner une grande visibilité au SHS dans le secteur du vieillissement. On a l'impression que c'est sûrement notre moment pour bouger. Mais je voulais dire que ce type de moment a déjà existé. Et quand on regarde comme ça rétrospectivement sur les 20 ans passés, il y a déjà eu des moments où il y a eu des actions, où il y a eu des numéros spéciaux qui ont été publiés, qui se consacraient à la fin de vie, mais ça a été qu'un moment et ça n'a pas donné lieu à la création, j'allais dire presque d'un nouveau champ, d'une nouvelle discipline. Il y a des pays où il y a des revues scientifiques qui sont consacrées à la fin de vie. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, pour montrer qu'il y a des pays dans le monde où le champ est beaucoup plus structuré. Donc, ce n'est pas forcément gagné, mais on est quand même dans un contexte, dans une configuration où, avec ce rapprochement de l'ILVV et de la plateforme fin de vie, on a effectivement une chance, une opportunité de mettre en place une structuration du champ de recherche sur les fins de vie. Et à cet égard, peut-être que la pandémie du Covid est un accélérateur, parce que c'est au moment où on était en train de discuter entre l'ILVV et la plateforme que le Covid est arrivé et que très très vite s'est posé, et là je crois que c'est venu d'abord de la plateforme, l'idée de la nécessité de l'urgence de mettre en place des enquêtes, et en particulier autour de la fin de vie et en particulier dans les EHPAD, mais c'est vraiment, parce que moi j'en ai fait partie, je suis toujours dans le conseil scientifique, c'est vraiment en mobilisant les réseaux de la plateforme, les réseaux de l'ILVV et tous nos réseaux qu'on a mis en place très rapidement l'étude Covid-EHPAD dont Elodie nous a parlé au cours de, il y a 2 ou 3 semaines, je crois, et qui montre qu'effectivement, nous sommes une force en pleine expansion. Et c'est avec un grand enthousiasme que j'ai assisté à tous ces échanges, et en particulier à cette dernière session, et que je vous donne à tous rendez-vous. Je n'ai pas encore la date, nous n'avons pas encore la date, il faut que nous en parlons, en décembre 2022, et au pire, je dirais peut-être en novembre si on ne trouve pas une date en décembre. Mais le rendez-vous est pris pour 2022. Je vous remercie.